Bonsoir, vous êtes sur la chaîne panafricaine internationale, la Belle TV. Nous émettons les Libreville au Gabon et on se retrouve une fois de plus dans le cadre de Entre elles, une émission féminine, une émission débat qui permet comme ça de débattre des sujets d'actualité, des faits de société également qui touchent les femmes dans les pays africains. Et cette fois-ci, nous allons parler de la crise sanitaire de la COVID-19 et son impact dans la société, notamment les questions d'emploi. Que font les femmes pendant cette période de crise sanitaire? Celles qui ont perdu l'emploi, que sont-elles devenues? Et que faut-il faire pour retrouver l'équilibre financier au moment où on parle de déconfinement total dans plusieurs capitales africaines? Je ne suis pas seule pour en parler sur ce studio. Bonsoir Mireille. Bonsoir Nathalie, bonsoir à nos invités et bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci de renouveler votre engagement via cette émission. Bonsoir à vous et soyez prêts. Madame Bivoukou, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir très chères femmes. Je suis ravie de participer à cette émission. Alors, pour le débat, Mireille, on parle des questions d'emploi, parce qu'on sait que la crise sanitaire sévit en Afrique depuis le mois de décembre 2019, et aujourd'hui, c'est une crise sanitaire qui a surpris et qui a un impact fort dans toutes les économies africaines. Et lorsqu'on parle des victimes de cette crise, les femmes sont au premier rang. Elles sont au premier rang parce que les femmes occupent aujourd'hui une place prioritaire dans la société. Et pour en parler, nous avons des femmes sur le plateau. Alors Mireille, on va commencer par Madame Bivigou, qui est entrepreneur. Elle est sur ce plateau parce qu'elle emploie des femmes. Alors Madame Bivigou, nous allons ouvrir le débat pour parler des questions d'emploi aujourd'hui. D'abord, quel est le constat que vous faites tout autour de vous par rapport aux questions d'emploi? D'accord, merci beaucoup. Alors, en tant qu'entrepreneur, le Covid-19 est venu surprendre tout type d'entreprise, que ce soit des TPE. Je suis entrepreneur d'une très petite entreprise, oui. Les PME et les grandes entreprises. Le constat est très alarmant au niveau de deux types d'entreprises, les PME et les TPE. Parce que éventuellement, il est difficile de maîtriser ce genre de pandémie. Au niveau comptable, au niveau trésorerie, l'entrepreneur moyen de la PME, de la TPE a du mal à gérer sa comptabilité. En réalité, on vit le jour le jour. Donc, face à une telle pandémie, eh bien, on met la clé sous le paillasson, on libère le personnel et on attend que les choses reviennent dans son ordre habituel. Quand vous dites vous libérez le personnel, c'est-à-dire quoi? Vous licenciez ce personnel parce que la situation est ainsi depuis le mois de décembre. Décembre, janvier, février, nous sommes aujourd'hui au mois de juillet, ça fait pratiquement 5 mois que la situation est ainsi. Vous avez dû libérer votre personnel et comment ça s'est passé? Déjà, au Gabon, la pandémie a sévi pratiquement en fin février, début mars. Ouais. On est rentré dans un confinement partiel et ensuite total. À ce niveau-là, lorsque vous avez des caisses vides et vous fermez, dû à la pandémie et aux règles édictées par le gouvernement, vous n'avez plus les moyens de payer votre personnel. Et le licenciement obéit aussi à des formes juridiques. Donc, on va tous en confinement. Et on ne paye pas le personnel. Mais particulièrement, moi, mon entreprise, j'ai un peu essayé de faire face parce que je me suis dit, c'est un personnel qui a des charges. Donc, l'argent que j'avais, la trésorerie que j'avais en compte, j'ai mis ça pour le paiement des salaires et voilà, pour faire vivre mon personnel et garder aussi mon personnel. Mais je vous assure qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas eu la possibilité de le faire. Donc, ils ont confiné le personnel. Et bien là, ils sont en train de réouvrir doucement en sachant que ce personnel n'a pas reçu pendant le mois de mars, avril, mai, leur salaire. Vous n'avez pas été accompagné par l'État? Bon, l'État a lancé une campagne d'accompagnement qui n'a pas, personnellement, qui n'a pas vu le jour encore. Et au niveau fiscal, il y a eu des accompagnements sur le paiement des impôts. On a émis, on a fait des demandes de réduction fiscale et on attend la suite. Mais si votre personnel est impacté, vous aussi en tant que chef d'entreprise. Oui, effectivement. Si mon personnel est impacté, je suis impactée parce que j'ai formé mon personnel pour m'accompagner dans le développement de ma structure.
Et si aujourd'hui je n'arrive pas à préserver mon personnel, ça voudrait dire que je vais refaire la formation et réemployer. Alors voilà qui nous amène à parler, Muriel, des questions de trésorerie dans les entreprises tenues par des femmes. Vous avez là un témoignage, une dame qui est propriétaire, responsable d'une entreprise. Mais aujourd'hui, d'aucuns disent que les femmes ont du mal à mieux gérer leurs entreprises parce que justement, elles présenteraient des limites par rapport aux hommes. Parce que lorsqu'on vous entend parler, vous parlez de trésorerie. Vous avez dû préserver l'emploi, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette reprise progressive d'activité, cette trésorerie-là ne vous permet pas de vous lancer à 100%. Oui, mais on va timidement. Ouais. On va timidement. Et puis, la crise a emmené plusieurs entreprises à se réinventer. D'accord ? Tout à fait. On a privilégié, pendant que mon entreprise était fermée, surtout pour les entreprises qui font dans le commercial, la vente, ils ont privilégié la vente en livraison. C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir l'entreprise, vous allez vers le client. C'est aussi une façon de se réinventer, c'est aussi une façon de ne pas laisser votre entreprise sommeiller, sinon mourir. Ouais. Donc, il faut innover. On doit mettre en place des plans stratégiques parce que le Covid, on doit s'adapter, effectivement, parce que le Covid, c'est une crise, mais il y en aura d'autres, je pense. Donc, c'est le moment de mettre en place des stratégies pour faire face à toutes ces crises à venir. Et alors, surtout que c'est une crise historique pour l'emploi. Exactement. Alors Muriel, cela nous amène à parler de ces entreprises-là qui ne sont pas encore arrimées au NTIC. Oui, Nathalie, moi je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que madame, elle est employeur. Voilà, oui. Vous avez des employés, vous avez une entreprise. Et je me dis, lorsqu'on va dans une entreprise, on devrait avoir une assurance. C'est-à-dire que cette assurance devrait couvrir en cas de difficulté comme celle-là. Là, nous faisons face à une pandémie. Oui. Demain, nous ferons face à une autre et ainsi de suite. Mais vous devez, moi je me dis, en créant votre entreprise, vous devez être prêt à toutes les éventualités. En employant, vous devez être prêt à toutes les éventualités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un personnel de 500 personnes, sachant qu'en cas de dégâts, vous n'allez pas pouvoir assurer effectivement le salaire l'emploi à ces 500 personnes. Dire que pendant ces 3-4 derniers mois, ces employés, ils ont des familles, ils ont des charges. Donc là, ça devient compliqué pour eux. Vous, à votre niveau, vous avez réfléchi à d'autres stratégies, c'est-à-dire la vente en ligne, vous avez réfléchi à la livraison à domicile, mais eux, ils sont chez eux. Vous avez quelques petits revenus en pratiquant la vente en ligne, en pratiquant les livraisons, en réfléchissant à d'autres stratégies pour votre entreprise, parce qu'il s'agit d'abord de votre entreprise, mais tous ceux qui travaillent pour vous, vous n'avez pas réellement pensé à eux. Et moi, je suis vraiment un peu déçue. Et disons que c'est la particularité, c'est pas la particularité de Madame Bifigou sur ce plateau. Effectivement. C'est la plupart des entreprises au Gabon même des très grandes entreprises ont connu cette situation-là. Oui. Et même les plus grosses entreprises ont eu du mal à s'adapter par rapport à cette pandémie. Et c'est pas même encore, Nathalie, le travail, le télétravail, la vente en ligne. Et parce qu'il faut le dire, et les entreprises à vocation commerciale sont telles qui ont pu livrer leurs produits en ligne par rapport à notre thématique. Mais ces entreprises-là qui font, par exemple, dans le qu'on appelle dans la santé et tout le reste, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que la prise en charge sanitaire en ligne, ce n'est pas encore quelque chose de développé en Afrique. Et toutes ces entreprises-là, ce sont des entreprises qui emploient du personnel. Qui ont vous avez des cliniques privées, vous avez des écoles. Des écoles qui emploient beaucoup de femmes. Ces femmes-là ont dû rester à la maison. Or, on a dit au Gabon qu'il fallait faire l'enseignement à distance. Et cet enseignement à distance, c'était pour qui, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle d'emploi et on parle de cette période de crise sanitaire, Madame Bifigou nous a parlé de se réinventer. De se réinventer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Madame Bifigou, vous êtes prête pour les crises à venir? Parce que les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas arrimées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication sont vouées à se perdre. Lorsqu'on
parle de crise, Nathalie nous invite, il faut dire qu'il y avait déjà une crise qui était là et la pandémie de la COVID-19 accentuée. Il y a de très très grandes entreprises. On voit au Maroc par exemple la RAM qui s'est séparée de plusieurs employés. Le secteur aérien est complètement, comme on le dit, par terre. Et lorsque des grandes entreprises comme ça se séparent de nombreux employés, que dire d'une TPE qui va malheureusement peut-être devoir fermer. Et c'est également l'occasion pour nous de revenir sur la difficulté d'accès à l'emploi aujourd'hui. Alors, Madame Bifugou, nous allons vous poser cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même de recruter un nouveau personnel ou alors vous continuez avec la même d'œuvre? Non, je partirai pour continuer avec mon staff. Comme je vous ai dit, un personnel, ça se forme. Ouais. D'accord? Ça s'adapte à tout. Si je prends un nouveau personnel, je vais redevoir reformer, etc. Donc, je vais avec le personnel actuel, mais il va être très difficile de recruter actuellement. Ouais. Parce qu'on essaie de rééquilibrer nos comptes. On essaie de se refaire une santé financière. Et déjà, le départ n'est pas forcément facile. Ouais. Parce que nous sortons tous de cette pandémie. Je veux dire, le monde entier a été mobilisé, a été réduit par cette pandémie. Donc aujourd'hui, il va être difficile. Je conseillerais à chacun, surtout aux femmes, de se développer personnellement. Ouais. Et ne pas attendre qu'un employeur recrute actuellement. Je veux dire, dans un mois ou deux, dans 1 ou 2 ans, ce ne sera pas évident qu'un employeur fasse ce recrutement. Elles doivent donc avoir des activités parallèles. Bien sûr. Voilà, des activités génératrices de revenus. Chaque femme doit pouvoir soit repartir à la terre, parce que l'agriculture, c'est un secteur déjà très pourvoyeur d'emploi. Pourvoyeur d'emploi. Et aujourd'hui, on l'a vu avec la pandémie, il y a des secteurs qui ont résisté à cette pandémie. C'est le secteur de l'alimentation, bien sûr, de la téléphonie mobile, de l'ENTIC, et peut-être des entreprises financières, comme les banques, le secteur bancaire. Donc, c'est pour dire que ce sont ces domaines où les femmes doivent se focaliser et chercher à créer des entreprises. Bien sûr, je vais notamment suivre son chemin. Que là, il faudra penser à un développement personnel, c'est-à-dire ne plus penser à travailler pour quelqu'un, essayer de créer soi-même sa propre entreprise, essayer d'être soi-même son propre chef. Ça t'est arrivé déjà comme ça, de vouloir te lancer dans... Bien sûr, je me lance déjà. Oui. C'est une petite... Et dans quel domaine déjà? C'est une petite parenthèse. Je me lance dans l'achat de certains bijoux, dans les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Voilà, j'achète des boucles d'oreilles et je les revends. Voilà, et puis c'est plus facile pour moi, ça m'aide sur certaines charges. C'est vrai que le chômage, effectivement, pour le moment, parce que vous êtes étudiante, il faut le rappeler. Bien sûr, je suis étudiante. Pour le moment, ça peut pas encore couvrir toutes mes charges, mais c'est déjà un début. Oui, je me dis que d'ici 2, 3, 4, voire 5 ans, ça pourra apporter un peu plus à ma vie. Alors, futur entrepreneur, vous avez innové en cette période de crise sanitaire. Alors, c'est quoi votre cible? Vous vendez vos produits, c'est vrai. Et on dit aujourd'hui la femme doit être entrepreneur, elle doit être autonome financièrement. Et vous vendez vos produits à quelle échelle, Muriel? Je me focalise normalement sur toute la population, c'est-à-dire que toutes les couches sociales, parce que actuellement c'est compliqué et il faut revoir les prix. Après, c'est comme elle disait, c'est innovation, il faut essayer de trouver certains mécanismes pour adapter les prix à toutes les couches de la société. C'est un tout petit peu ça. Est-ce que vos boucles d'oreilles sont faits maison? Est-ce que c'est fait par vous-même? Est-ce que c'est des accessoires que vous achetez sur le marché local à Libreville et vous les fabriquez afin de les écouler? Comment vous faites? Vous commandez sur les... Malheureusement, ce ne sont pas des accessoires achetés sur le marché ici à Libreville, ce sont des accessoires achetés dans des pays voisins, notamment le Cameroun qui est notre pays voisin. Donc je vais facilement au Cameroun, j'achète des articles et je reviens ici les revendre à un prix abordable. Alors, en tant qu'étudiante, en tant que jeune entrepreneur en herbe, on va le dire comme ça, est-ce que vous arrivez à avoir un revenu mensuel qui vous permet comme ça de répondre à vos petites charges? Effectivement, Nathalie. En attendant de travailler, puisqu'aujourd'hui... Effectivement, Nathalie. À partir du moment où on arrive à acheter un billet d'avion,
on arrive à acheter le logement, c'est-à-dire que pendant que tu es au Cameroun, tu es logé au moins pendant une semaine, le temps de faire tes courses. Tu reviens sur Libreville, tu as la possibilité de revendre. Bien sûr, il y a un revenu mensuel. Et il faut mettre un accent aujourd'hui sur l'entrepreneuriat parce que moi, je me dis que la fonction publique nous oublie un tout petit peu. Il n'y a pas de concours pour vous les étudiants. Il n'y a plus de concours pour nous les étudiants, ça devient vraiment compliqué. Les bourses ne sont plus vraiment accessibles à tout le monde. Donc, il vaut mieux se lancer soi-même. Voilà, se lancer soi-même et essayer de développer quelque chose. Donc, on peut dire que cette crise quand même de la Covid-19 a permis aux femmes de se réinventer, pour reprendre le terme de les génie créateur de la femme. On a les pu femmes le voir et on le voit. se réinventent depuis. Mais après, avec la Covid qui est arrivée, ça a juste réveillé certaines qui étaient encore endormies. Avec sinon, leur talent, les femmes sont debout depuis, bien sûr. Mais justement, vous parliez d'importer, vous importez, on va dire ça comme ça, des accessoires, mais il faut aussi parler peut-être de ces femmes qui sont dans l'informel et qui, comme ça, pendant cette période, ne peuvent pas se ravitailler parce que la fermeture des frontières, notamment, crée certains soucis. Madame Bivigou, Muriel, également, pour se ravitailler, il y a également des difficultés. À partir disons qu'au niveau de la fermeture des frontières, Mireille, on va apporter peut-être un rectificatif. Les frontières sont désormais ouvertes depuis pratiquement 2 mois. Parce qu'il était question d'abord du respect des conditions sanitaires au niveau des frontières. Et les gouvernements de la sous-région d'Afrique centrale ont dû déployer sur les différentes frontières les personnels, les différentes cellules de veille par rapport à la pandémie du Covid-19. Et aujourd'hui, les marchandises sont écoulées dans les différents pays de la sous-région. Il devient aisé, voire facile aujourd'hui pour celles qui sont dans le secteur informel de pouvoir se ravitailler depuis le port de Libreville, depuis le port de Douala, depuis les autres ports de la sous-région. D'ailleurs, les frontières aériennes également sont réouvertes depuis 3 semaines déjà. Bien sûr. On a des vols sur Libreville. Cela nous amène à demander à Madame Bivigou au niveau de sa structure, comment ça se passe pour l'approvisionnement et pour mettre sur pied ces différents produits. Est-ce que vous également, vous êtes dans la même situation que Muriel, qui doit aller au Cameroun, dans d'autres pays de la sous-région, pour acheter ces accessoires et oui, je suis dans la même situation que Muriel, parce que simplement, on n'a pas encore atteint la suffisance, l'autosuffisance au niveau de produits, même de première nécessité, mais de produits parallèles, annexes, comme du packaging, même des boucles d'oreilles. On n'a pas d'usine locale. Une usine locale, est-ce que ça nécessite beaucoup de moyens pour mettre une usine? On a vu souvent sur le net, Mireille, des femmes qui confectionnent ces bijoux-là à partir de rien du tout. Est-ce qu'on a besoin après, lorsque la clientèle en fait s'agrandit, on a du mal à faire soi-même. Voilà. Il faut former, il y a un matériel particulier pour ça. Oui, pour les boucles aussi. Je sais qu'il y a un matériel bien spécifique. Il faut l'importer obligatoirement pour les fermoirs, etc. Ça, c'est sûr. Mais dans mon secteur, j'importe 90% de ma matière brute. D'accord. Au niveau déjà de la matière première, du packaging, ce que j'arrive à faire localement, c'est tout ce qui est imprimerie. Quand vous dites 90%, ça veut dire que votre produit brut ou alors le produit final va revenir 3 fois plus cher, puisque localement, vous ne trouvez pas ce qu'il faut pour produire. Après, on s'adapte. Après, on s'adapte. On essaie de chercher les fournisseurs qui vendent beaucoup plus moins cher pour ramener le produit et pour l'écouler à un prix assez raisonnable. D'accord? Mais au niveau de l'importation, je vous dis sincèrement que c'est très compliqué. Malgré la réouverture des frontières, les coûts des douanes ont flambé, le coût de transport ont flambé. C'est complètement compliqué. Donc, mais on essaie de s'adapter. Il y a plusieurs entreprises qui ont mis des entreprises de transit qui ont mis en place des packaging pour les petites entreprises, pour le transport, un coût assez réduit. Mais là encore, il faut garantir le nombre d'importations dans le mois.
le kilo. Voilà, exactement. Pour pouvoir acheminer vos produits vers la capitale Libreville. Et je voulais renchérir sur le point des assurances qui a été élevé par Muriel. Il faut savoir que les assurances n'assurent pas tout. D'accord. Sauf si vous prenez une assurance tout risque. Ouais. Mais je ne sais pas quelles sont les assurances gabonaises qui ont assuré les entreprises, les TPE ou les PME pendant le Covid-19. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, je suis assurée pour un bon nombre d'éléments dans la boutique et pas pour des crises. Peut-être qu'il faudrait aussi que les assurances réfléchissent sur ce secteur, sur les crises, comment assurer en période de crise. Comment les protéger. En cas d'incendie, parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire. Oui, bien sûr. Mais en incendie, il y en a déjà. On peut avoir un accident comment on fait après pour... Ça existe déjà. Mais là, c'est vrai que la Covid-19 vient mettre quand même à nu beaucoup de choses et beaucoup de choses vont être refaites et réinventées au niveau des entreprises et même au niveau des employeurs, des employés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Les entreprises ont expérimenté aujourd'hui le télétravail. Qui n'était pas expérimenté il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, je me dis, il y a des emplois qui n'ont pas besoin d'être en présentiel. Tout à fait. Qui peuvent être en télétravail. Ça vient réduire aussi les coûts d'exploitation, les charges, etc. Donc, c'est toutes ces stratégies que les entreprises doivent mettre en place. Le Covid-19 n'est pas seulement négatif, mais je pense qu'il y a un côté positif dans cette pandémie. Voilà, Mireille, ça nous amène à aller du côté du Sénégal avec notre point focal, Penda Sylla, qui a également rencontré une femme chef entrepreneur. Cette dernière va nous parler de ce qu'elle a dû faire pendant cette période de crise sanitaire. Est-ce qu'elle a dû limiter ou encore renvoyer son personnel? On découvre ensemble et on se retrouve derrière. Bonsoir Nathalie, bonsoir fidèles téléspectateurs de Entre Elles. Nous revenons ce soir sur l'actualité, comme évoqué tantôt, l'emploi en période de crise Covid. Pour parler du sujet en direct de Dakar, je suis avec Madame Ndiaye Neifatunian, qui est la directrice générale du SOPASEN, qui est la société de pêche et d'armement sénégalais. Madame Ndiaye, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir Penda. Je suis ravie d'être l'invitée aujourd'hui d'Entre Elles pour discuter des sujets que vous choisirez. D'actualité, donc on va parler un petit peu de l'emploi en cette période de crise. Comme je disais tantôt, vous dirigez la société SOPASEN. Comment ça se passe en cette période de crise? La SOPASEN, c'est une société de pêche. Nous sommes spécialisés dans la pêche de la crevette et d'autres poissons divers. Et nous avons aussi une usine à terre où nous traitons plus de 60 tonnes de pélagique par jour. Donc avec 1 millier de personnes. Nous avons à peu près 350 marins. Nous travaillons aussi avec le personnel de l'usine et des ateliers pour plus de 500 et environ 150 personnes dans le personnel d'encadrement. Pendant le Covid, à compter de la mi-mars, nous avons dû réorganiser le travail et la première décision a été d'arrêter l'usine. Parce que quand on a plus de 300 personnes dans une usine, bien que respectant les normes d'hygiène, de sécurité et de qualité, nous avons quand même dû arrêter pour y voir un peu plus clair, parce qu'il y avait quand même un brassage de personnes. Sur les bateaux, nous avons... nous avons 18 bateaux avec chacun des équipages entre 15 et 18 personnes à bord. C'était beaucoup plus simple de les gérer parce que c'était des unités isolées. Ils ont des marées d'à peu près 25 jours et la décision a été prise au Sénégal de ne pas les laisser retourner chez eux à la fin de leur marée, donc de continuer pour les confiner dans leur bateau. Et Dieu merci, ça nous a quand même évité d'avoir des soucis de contamination à la Covid sur ces bateaux. Donc on a dû nous réorganiser, arrêter l'usine pendant 1 mois
Et au retour, vers la fin du mois d'avril, nous avons dû organiser des quarts, un quart du jour, un quart du soir, compte tenu des distanciations sociales qui étaient recommandées pour commencer à travailler. Parce que n'oublions pas que c'est 350 pères et mères de famille. Et autant on a pu éviter le chômage technique pour le personnel permanent, pour le personnel intérimaire, on a dû arrêter pendant un certain moment. Donc on a dû très vite les remettre au travail avec une certaine organisation qui continue jusqu'à présent. D'accord. Et vous avez à peu près arrêté le contrat pour ces intérimaires. De combien de personnes à peu près? Ils étaient combien? Pour les intérimaires, nous avons arrêté pendant près de 45 jours. Un peu moins de 45 jours, 40 jours exactement. Et le temps de retrouver nos marques, c'était au moment de l'état d'urgence où on avait quand même il y avait une impossibilité pour le personnel, la majorité, de venir travailler. Et donc pour certains qui devaient aller en congé, on les a mis en congé. Pour certains intérimaires, on a parlé avec leur société d'intérim pour arrêter le temps de nous organiser. Ça a duré 40 jours, donc on a su passer cette époque. C'était une période un peu difficile, mais on a pris quelques mesures d'accompagnement en interne pour que ça passe. Vous avez pu relancer maintenant l'activité depuis Oui, tout à fait. Nous avons pu peut-être petit à petit nous organiser. Quand on a mis l'heure du couvre-feu à partir de 22h et après 23h, ça nous a beaucoup arrangé parce qu'on a un atelier où on a des départs de bateaux qui peuvent être parfois tardifs. Donc nous avons parfois des horaires qui dépassent 17h pour leur permettre de rentrer à temps. On a dû prendre une autre forme d'organisation. Je tiens à préciser qu'on n'a pas pu faire de télétravail parce que nous, c'est de la production. On n'a pas pu faire de télétravail. On a juste aménagé le travail des administratifs pour qu'on n'ait pas 2 personnes dans un bureau avec moins d'1 mètre. On a mis certaines personnes, toutes celles qui pouvaient partir en congé, on les a mis en congé. Et pour la majorité, nous sommes restés au travail et sans télétravail. Sans télétravail. En termes de production, la demande est toujours là. Vous arrivez à répondre convenablement aux demandes? Ou il y en a moins, plus? À la mi-mars, il n'y avait plus de demande sur les marchés européens parce que Sopasen exporte au Japon. Nous exportons plus de 80% de notre production comme recommandé par l'État. C'est pas une volonté économique, c'est une décision de l'État pour les entreprises franches d'exportation comme Sopasen d'exporter 80% de leur production. Nous exportons des États-Unis, en Europe, tous les pays, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce, le Portugal. C'est les principaux pays où nous exportons. Il y a aussi, en Ukraine aussi. Nous exportons en Chine, nous exportons au Japon, au Vietnam. Et en Afrique, les principaux clients sont en Côte d'Ivoire, mais nous exportons aussi au Mali, à Lomé, en Égypte, en Tunisie, pas au Maroc, pas encore. Pas encore. Donc, la demande est toujours bien présente. La demande sur le marché africain, comme la pandémie est venue un peu plus tard en Afrique, la demande sur le marché africain est restée égale. Mais c'est sur les pays européens où on n'avait pas de demande et nous avons dû nous organiser pour envoyer les bateaux à pêcher du poisson qui pouvait se vendre en Afrique. Et pour tous les autres produits comme la crevette, les céphalopodes, la sèche, le poulpe, on a demandé aux bateaux de se focaliser au moins pour cette période-là, ces 40 jours, à faire moins plus de produits qu'on pouvait vendre en Afrique. Et quand il arrivait quand même qu'ils pêchent, parce qu'une partie des bateaux sont des crevettiers, qu'ils pêchent de la crevette, nous avons dû stocker une partie de ces crevettes-là
Et là, au mois de juin, les marchés commencent à s'ouvrir et on a commencé à réexporter sur l'Europe, sur les États-Unis, sur le Japon et sur la Chine. Donc la relance se fera de manière... La relance s'est faite au fur et à mesure. Et l'avantage que nous avions, c'est que nous avions diversifié nos marchés. On n'était pas que sur l'Europe, parce que depuis 2008, nous avions vu qu'il y avait quand même une certaine crise sur les marchés européens qui étaient nos marchés traditionnels. Et c'est à partir de 2014 qu'on s'est orienté vers le marché africain qui est très porteur, avec du pélagique, avec d'autres types de poissons. Et c'est pour ça que cette différence de marché, cette différence d'orientation et ces différentes cibles nous ont permis de pouvoir nous retourner et aller plus vers le marché africain et après différer les ventes sur le marché européen ou américain ou asiatique. Un dernier point ou recommandation sur le Covid, l'après-crise, si toutefois on est en après-crise? Écoute, c'est un coup dur pour l'économie. C'est un coup dur sanitaire. Moralement, socialement, les gens ont changé de vie. Pour nous autres qui exportons, on avait l'habitude de voyager, d'aller voir les clients, etc. Il fallait retrouver une autre manière de vendre et de bien vendre et de garder la proximité du client. Maintenant, écoute, on nous a demandé de vivre avec, nous apprenons à vivre avec. Mais vivre avec le Covid, c'est pas l'ignorer, c'est de tenir compte qu'il y a quelque part un fait inédit. Et il faut vivre avec en respectant les gestes barrières, en portant les masques et en étant très prudent. Et après, Inch'Allah, qu'on trouve le vaccin pour retrouver une vie normale comme avant. Merci beaucoup, Madame Jay. Merci, Penda. Nathalie, je vous renvoie à l'antenne. Voilà, nous étions au Sénégal, Mireille, avec la directrice générale d'une société qui fait dans l'exportation des produits de pêche, des produits halieutiques. Et pendant cette période de crise sanitaire, cette société, cette entreprise a dû se réinventer. Comme on le disait déjà sur ce plateau, il a fallu mettre les gens en quarantaine, notamment le personnel qui était en haute mer. Ça n'a pas été facile, selon la directrice, de gérer ce personnel-là pendant cette période, encore que le télétravail là-bas n'a pas pu être adopté du fait de la qualité ou encore de la spécificité de la société, du travail effectué par cette entreprise. Oui, mais elle disait comme Madame Bibigou que l'entreprise a dû réaménager, a dû réorganiser les choses. L'entreprise fait dans la production en fait. Et donc, le télétravail n'était pas possible. Il a juste fallu emménager l'administratif. Et on revient justement à cet état de fait qu'il faut une réorganisation pendant la période de Covid-19. Et justement, post-Covid-19 aussi, il y aura une autre réorganisation. Exactement, parce que le Covid-19 est un virus très contagieux. Donc, pour certains secteurs, comme le secteur de la pêche, c'est un secteur de production. Donc, il faut absolument avoir des producteurs sur le terrain en usine. Et le télétravail ne s'adapte pas à ces conditions, à son activité. Il faut devoir mettre en place le turnover. Et vous comprendrez que la production prend un coût. Tout à fait. Parce que si vous avez 10 producteurs, en un jour, ils produisent plus que 2 ou 3 en un jour. Donc, c'est vraiment dans les années à venir, le Covid sera toujours là, le virus sera toujours là, mais nous allons travailler avec un personnel réduit. Ce qui n'améliorera pas le bénéfice, le rendement annuel de la société. Vous également dans votre entreprise, c'est ce que vous avez adopté, la réduction? Moi, je suis une très petite entreprise. Mon nombre de personnel me suffit. J'ai pas besoin de faire un turnover. C'est différent de ceux qui ont 100, 200, 500 employés. Mais une entreprise qui a des ambitions. Hein. Bien sûr. Pardon. Une entreprise qui a des ambitions de devenir une PME. Oui, effectivement. Quelques années. On va se développer. Et on va se développer en prenant en compte
la pandémie, si elle existe, s'il n'y a pas des mécanismes de lutte efficaces de lutte contre la propagation du virus. Alors, on va s'intéresser à Muriel. Muriel qui est jeune entrepreneur en herbe, qui voudrait comme ça étendre son activité. C'est quoi les difficultés aujourd'hui d'une étudiante comme toi, d'une élève, parce que vous êtes nombreuses comme ça, à travers l'Afrique, à travers le Cameroun, le Sénégal, le Gabon, le Congo, tous ces pays-là qui veulent se lancer, qui ont des idées novatrices. Vous voulez créer, vous voulez devenir aujourd'hui des entrepreneurs. C'est différent d'une certaine époque où tout le monde voulait être fonctionnaire, tout le monde attendait le concours, l'ENS, l'ENIM, l'ENAM, tous ces concours administratifs. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit des jeunes qui veulent comme ça s'auto-employer. Qu'est-ce que Déjà, c'est une question de motivation. C'est là, parce que tout commence par une motivation. On peut tous penser, on peut tous rêver, mais il faut avoir beaucoup de motivation pour mettre en pratique le projet. Et après, on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Effectivement. Moi, j'ai dû assister à beaucoup de conférences parce qu'il fallait bien que je me cultive un tout petit peu sur le domaine si j'envisageais entreprendre un jour. Il fallait que j'assiste à des conférences, il fallait que j'aille vers des grands, ceux qui ont déjà pu s'accomplir en tant que personnalité, pour essayer d'avoir certains conseils avant de me lancer. Parce que oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont la force souvent de se lever. On peut se lever un jour dans un quartier, on voit la voisine qui vend des cottisses ou qui fait déjà du poulet à la maison, mais ça ne mettra que 2 mois, 3 mois, et après c'est terminé, tout simplement. C'est particulier surtout chez les jeunes Gabonais, ça. Effectivement. Parce que les autres en Afrique essayent d'exceller, de dépasser Effectivement, c'est simplement parce que l'on a pris le mauvais départ. On s'est levé un matin, on a dit voilà, on va faire. Non, avant de faire, il faut étudier la surface, il faut se renseigner. Marché. Effectivement, il faut se renseigner sur beaucoup de choses avant de décider d'entreprendre. Parce que lorsqu'on se lève seulement comme ça et dit on décide d'entreprendre, parce qu'on a un capital de 100 000 francs, effectivement, on va faire ses copies, c'est tout. On n'aura pas forcément tout le mécanisme nécessaire pour gérer une activité. Parce que ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de tact, ça demande beaucoup de génie également. Parce que à un moment, l'économie n'entre pas comme ça se devrait. On se dit, on va dans une lancée de 6 mois. En 6 mois, je devrais avoir cela. Et après, on arrive à la période et on n'a pas ce qu'on a estimé au début. Donc, ça demande beaucoup de mécanismes, beaucoup de tact pour se lancer. Est-ce que lorsqu'on fait ça, vous avez dit il faut prendre du temps, maintenant il y a certains jeunes entrepreneurs qui en même temps il veut devenir entrepreneur, en même temps il se loge, il mange avec ce qu'il fait, il peut pas, en fait il résout tous ses problèmes avec ça. Est-ce qu'il faudrait pas un certain temps pour engranger un certain capital, se priver? On se dit bon, je vais me lancer sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, je ne touche pas aux revenus, je ne fais que tourner. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est-à-dire que c'est une étude d'abord de soi-même. Pour entreprendre, il faut... moi, par exemple, je me contentais d'abord au début de ma bourse. Une bourse qui n'était pas forcément, qui n'était pas forcément régulière, parce qu'on avait des mois où on ne percevait rien en tant qu'étudiant. Donc, il fallait absolument que l'on se prive pour vouloir entreprendre. Bien sûr, il faut se faire violence quelque part pour décider de créer une entreprise future. Mais justement, pourquoi les entrepreneurs que vous êtes, et puis peut-être d'autres personnes qui nous regardent, d'autres hommes, d'autres femmes, pourquoi ne pas se fédérer justement? Parce que lorsqu'on se fédère, on crée des organisations de travailleurs et d'employeurs, ça permet, ça donne beaucoup plus de poids. En avril dernier, par exemple, l'ONU a appelé à des réponses politiques d'ampleur pour justement permettre d'atténuer le choc de cette crise sur l'emploi. Et les entrepreneurs que vous êtes pourraient adhérer à des organisations pour vos droits, pour les problèmes que traversent vos entreprises, et peut-être pour mieux faire entendre votre voix. Parce que lorsqu'on agit comme ça de manière esselée, c'est quand même beaucoup plus difficile, surtout en cette période de crise. Effectivement, je vais répondre. Vous savez, tout ce qui se dit dans les médias,
ou qui font bonne presse, la réalité n'est pas souvent ce qui se dit. D'accord? On veut bien, en tant qu'entrepreneur, on veut bien se fédérer, on veut bien se mettre en association. Un réseau et tout. En réseau, etc. Mais c'est pas la réalité est différente. D'accord? Lorsque une idée germe ou naît en soi, on veut la matérialiser. Ouais. Et lorsqu'on s'associe, souvent la personne avec qui on s'associe n'a pas les mêmes objectifs que vous. Ouais. C'est ça qui vient un peu biaiser l'affiliation. Mais sinon, moi, je suis de ceux-là, qui disent que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, aujourd'hui aussi, la femme doit penser à se mettre ensemble, à développer des secteurs ensemble, mais avec beaucoup de sérieux. Comme elle disait, c'est la motivation. Et un entrepreneur ne naît pas du jour au lendemain. On devient entrepreneur parce qu'on fait ses classes, parce qu'on se forme, parce qu'on s'adapte aux conditions, parce qu'on va vers ceux qui nous ont précédés. C'est vraiment tout un tas, c'est vraiment un parcours pour devenir véritablement un entrepreneur. Alors Muriel, je vais également te poser une autre question, c'est sur ton domaine, le domaine que tu as choisi, à savoir la bijouterie. Et le Gabon produit de l'or, c'est une des ressources du Gabon. Alors tu as parlé de produire toi-même tes boucles d'oreilles, tu es obligé d'aller prendre les accessoires au campement voisin. Et pourquoi, avec l'or vendu localement, tu ne peux pas travailler avec un bijoutier pour produire des produits de qualité? Malheureusement, pour le moment, ce n'est pas encore dans mes cordes, mais avec un peu plus de temps, un peu plus de moyens, je vais essayer d'élargir aussi mon business parce que je vais pas aller tout le temps vers l'extérieur. Il faut bien qu'à un moment donné, je pense à prendre ce que l'on a ici, transformer et puis de l'exporter à l'extérieur. Pourquoi ce serait pas moi qui prendrais des bijoux faits au Gabon en allant les vendre au Cameroun? Ça, c'est une possibilité qui se fera avec le temps. Parce qu'on a vu, il y a certaines qui créent ça à partir du pagne, à partir du design local, des choses qu'on trouve localement et puis qui arrivent à produire des choses qui se commercialisent très très bien. Oui, effectivement. Alors moi, j'aimerais poser une question à nos deux invités, Nathalie. Par rapport à cette pandémie, cette crise de la Covid-19, quel est, selon vous, selon chacune de vous, le point positif que vous retirez de cette crise par rapport à l'emploi? Par rapport à l'emploi, on a tiré de leçons. Comme elle disait, la Covid-19 a apporté beaucoup de lumière à certaines zones d'ombre. C'est-à-dire que on entreprenait en ne pensant pas à ces éventualités. Et aujourd'hui, on prendra cela en compte. On va s'armer pour le futur. On va essayer de trouver d'autres mécanismes afin de pallier à ce genre de tragédies qui viendront dans le futur. Voilà. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on tire beaucoup de leçons positives face à cette pandémie. Et pour Madame Bibigo? À chaque crise, il y a des opportunités. Voilà. Et certains entrepreneurs ont sauté droit dans ces opportunités. Il y a eu beaucoup de secteurs qui se sont développés. Mon entreprise, j'ai développé certains secteurs grâce au Covid. Pour moi, c'est un point positif. Comme je le disais, il n'y a pas que le négatif dans la pandémie, il y a aussi le positif. Il y a des découvertes, il y a des génies qui ont émergé, effectivement. Donc, le Covid, personnellement, est un élément. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de personnes, ça a affecté beaucoup de familles et de pays, mais en tant qu'entrepreneur, il y a eu des points positifs. Vous savez, le Gabon a une femme Premier ministre, une femme chef du gouvernement depuis quelques jours. Et nous avons tendu le micro comme ça à quelques Gabonais, quelques Librevillois qui ont donné leur point de vue par rapport à cette nomination. Et parce qu'on parle de décennie de la femme, on va regarder ce micro-trottoir et juste derrière, on se retrouve.
c'est une fierté pour nous les femmes. Moi, personnellement, je suis très satisfaite qu'une femme soit aux commandes. Vraiment, chef du gouvernement, c'est d'abord vraiment une joie particulière. Et les attentes des femmes, d'abord, nous attendons d'elle vraiment, c'est une femme comme nous. Donc, les problèmes des femmes, elle les connaît très bien, vu d'abord son passage depuis la mairie. Et avec la caravane de la destinée de la femme, j'ai essayé quand même de côtoyer cette dame dans l'ombre. J'ai vu quand même quelles sont ses ambitions. Alors vraiment, il faut l'encourager, nous les femmes gabonaises, toutes les femmes en général, les femmes africaines, il faut l'encourager, la soutenir dans son combat. Je crois que les problèmes des femmes, non seulement des femmes, mais les problèmes des Gabonais quand même auront un peu, s'il faut le dire comme ça, auront quand même un peu de suite satisfaisante. Voilà, après ce micro-trottoir, les avis sont donc partagés, les avis sont mitigés. D'aucuns apprécient, d'aucuns critiquent comme d'habitude. Et vous, mesdames, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. D'abord, Madame Bifugou. D'accord, mais pour moi, c'est une belle promotion pour la femme. Ouais. Parce que nous sommes dans l'ère de la décennie de la femme. Il faudrait qu'aujourd'hui, que la femme porte le flambeau du Gabon. C'est quoi cette décennie de la femme à l'horizon 2025? Ça veut dire quoi? Est-ce que la femme sera transformée? Est-ce que la femme au Gabon n'aura plus de problèmes? Non. Décennie de la femme à l'horizon 2025, c'est trop vague. Ça voudrait dire que la femme va être dorénavant mise à sa place. La femme va être consultée. La femme va prendre des décisions. La femme sera dans le domaine de la gestion de la cité, la gouvernance du pays. Voilà. Donc aujourd'hui, avoir un premier ministre femme, c'est tout bénef pour nous les femmes. On espère qu'elle mettra en place des dispositifs pour aider la femme gabonaise à éclore, à se développer. On espère que politiquement, les femmes pourront voir en elle, au premier ministre, une femme qui fédère les unités ou les associations politiques pour travailler ensemble pour le développement du pays. Donc pour moi, c'est un coup de chance, c'est bénéfique pour toute la nation gabonaise. Voilà, moi, c'est une fierté parce qu'il y a quelques mois encore, on faisait une édition spéciale pour la journée de la femme, d'où on avait les femmes de toutes les couches de la société. Et aujourd'hui, voir une femme Premier ministre au Gabon, c'est une aubaine pour nous les femmes. C'est-à-dire que elle a mis, en mettant cette dame à cette place, il y a un accent particulier qui est mis. Donc, ce n'est qu'une avancée positive via l'objectif qui nous est fixé, parce que nous sommes là pour l'égalité des femmes. Ouais. Donc, une femme Premier ministre, c'est déjà un bon début. Pourquoi pas une femme présidente d'ici quelques années? Ah oui, c'est possible. Ça, c'est une possibilité. Les ambitions ne manquent pas, Mireille, madame. Oui, bien sûr. Premier ministre. Oui, Premier ministre. Alors moi, je dirais, déjà, elle a été maire de Libreville, la capitale gabonaise, la grande ville. Et lorsqu'on est maire, lorsqu'on gère la mairie de Libreville, c'est vraiment gérer la cité. C'est l'insalubrité, c'est l'occupation des jeunes, ce sont les femmes, les mamans. C'est comme gérer une maison. C'est vraiment comme gérer une maison, gérer une famille même. Et c'est vrai que de maire, après ministre de la Défense, c'est défendre, c'est vraiment tout ce qui a un rapport avec la protection d'un endroit du pays jusqu'à Premier ministre. Je pense que le défi est là, le challenge est là et elle va le relever. C'est une bonne chose, comme on dit, pour les femmes, pour la femme gabonaise. Mais c'est vrai que moi, je pense personnellement que la femme gabonaise n'a jamais été reléguée au second plan. Elle s'est toujours battue, elle a toujours été. Et ce n'est que ce combat qui l'a menée à cette place de premier ministre. Elle va toujours être en première ligne. Ouais, trop de bonnes choses sont dites sur Madame le Premier ministre du Gabon. Mais tout ce qu'on peut également ajouter à la suite de vos propos, c'est qu'on lui donne les moyens. On lui donne tout ce qu'il faut, moyens financiers, les moyens techniques, tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse véritablement faire appliquer cette politique sur le terrain. Il s'agit de la politique sociale. Il faudrait qu'on ait cet impact social-là, que les quartiers de Libreville attendent, que les villes du Gabon attendent. C'est quoi? C'est la route,
c'est les problèmes de logement qui sont toujours sur le tapis, des problèmes qui ne sont pas résolus jusqu'à aujourd'hui. On nous avait parlé de 5000 logements par an, et jusqu'à aujourd'hui, les gens sont toujours en train de se battre pour avoir un logement à Libreville. On espère que cela va être matérialisé. On a les problèmes d'éducation. Il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas d'innovation dans les établissements. Pourquoi c'est le cas? Et pourtant, les budgets sont votés. Qu'est-ce qui bloque? Donc, la mise en musique de la politique gouvernementale et de la politique du chef de l'État, et toutes ces questions-là, on attend la matérialisation à travers cette femme qui, on le pense, fera la différence. Là où les hommes n'ont pas pu, on espère que ce que femme veut, Dieu veut. Et c'est ainsi que se referme ce numéro spécial, ce que femme veut, Dieu le veut. Mesdames, c'est la fin et nous vous disons au revoir. Au revoir Madame Bijougou. Au revoir. Au revoir Muriel. Au revoir Nathalie, au revoir tout le monde, au revoir à nos chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir de vous entretenir durant ces 1 heure, disons pratiquement 1 heure d'émission. Voilà. Mireille, au revoir. Au revoir Nathalie et bonsoir à tous nos téléspectateurs et à bientôt. Chers téléspectateurs, bonsoir et nous allons vous retrouver très prochainement pour d'autres informations et pour d'autres sujets d'actualité de femmes, pour débattre des questions qui vous intéressent, qui nous intéressent. Mais ne l'oublions pas, respectons les gestes barrières pour éviter la propagation de la Covid-19. Bonsoir.